l'entrepreneuriat agricole, c'est l'accès au foncier. L'accès au foncier. L'accès au foncier. Au foncier, d'accord. Oui, l'accès au foncier. Parce que pour faire certaines activités, il faut avoir des terres, quel que soit, si vous voulez faire du développement immobilier. Souvent, les propriétaires terriens ne veulent pas vendre aux femmes. Donc, ça fait que ce sont des barrières, mais parce qu'on va leur louer, en fait, et la personne, quand l'activité de cette dernière est en train de marcher, ils viennent et puis ils la chassent. Donc, je ne sais pas si ce sont des problèmes que vous voyez, parce qu'en tant que femme, est-ce que vous aviez déjà approché, non pas seulement dans le côté du foncier, mais est-ce que vous avez déjà essayé de partir à armes égales pour un marché ou quelque chose, et parce que vous êtes une femme, on ne vous l'a pas donné, et comment vous avez réagi? Aller à armes égales donc sur un marché et ne pas l'obtenir Parce que vous ne pas l'obtenir parce que je suis une femme. Oui, une discrimination liée à votre sexe. Je ne pense pas y avoir eu à affronter, à être confrontée à ce genre de situation. En tout cas, pas à ma connaissance. C'est-à-dire, on ne m'a pas dit, on ne te prend pas parce que tu es une femme. Donc, je suppose que ce sont je dirais les différents critères de choix auxquels peut-être que je ne auquel je ne correspondais pas. Oui, oui. Après, je ris parce que je suis en train de me demander, mais si effectivement on me dit on ne vous prend pas parce que vous êtes une femme et qu'on me dit de manière aussi frontale, comment je réagirais? Mais je pense que tout le monde, sérieusement, je pense que tout le monde gère son entreprise en ayant à cœur les intérêts de son entreprise. Donc, si moi, en tant qu'entrepreneur, je fais un appel d'offres pour un marché et que j'ai une offre qui est valable, une offre qui se différencie véritablement des offres concurrentes, qui correspond à qui respecte tous les différents critères énoncés dans mon appel d'offres, à condition que je sois le pire des misogynes, au point où ce trait de caractère prime sur l'intérêt de mon entreprise. En principe, la logique voudrait que j'aille vers l'offre la plus intéressante, indépendamment du genre en réalité. Donc, je pense que c'est un état d'esprit dans lequel on ne devrait pas se mettre en fait en tant que femme. Parce que partir au combat avec une mentalité de perdante en se disant on va peut-être pas me prendre parce que je suis une femme, je pense qu'il faut arriver à se départir de ce genre d'idées, parce que tout ça, je dirais, tout ça joue sur notre niveau de confiance en soi et sur notre capacité à convaincre la personne qui est en face de nous. Parce qu'on peut avoir une bonne offre, mais si on n'est pas capable de la vendre comme il se doit, et puis de délivrer, on ne sera pas assez convaincant pour faire accepter son offre. Et la capacité d'être très convaincant est conditionnée par la confiance qu'on a en son offre et la confiance qu'on a en soi-même. En général, quand on prend l'exemple des vendeurs, on te dit qu'un vendeur, on achète le vendeur avant d'acheter son produit ou son service.
Et quand je parlais de développer ces compétences, plutôt, ça fait partie des compétences qu'on doit pouvoir développer. Être capable de vendre son produit, être le meilleur marketeur et le meilleur vendeur de son produit, de son service. Tout à fait. Et travailler également sur soi, Oui. sur son personal branding. Tout Si à on fait. avait plus de temps, c'est une thématique qui est très importante à développer quand on parle d'entrepreneuriat féminin. Oui. Parce que le chef d'entreprise doit pouvoir inspirer confiance et crédibilité. Oui. Et c'est ce qui va impacter la confiance et la crédibilité qu'on accorderait également Tout à fait. à son entreprise, à son offre, etc. Donc, il est très important de pouvoir soi-même se vendre, de pouvoir donc inspirer la crédibilité nécessaire. Donc, il y a énormément d'éléments, en fait, qu'on pourra prendre en ligne de compte. Oui. Il y a, les exemples sont légion de femmes chefs d'entreprise qui réussissent, qui sont souvent les seules dans un domaine très masculin, mais qui arrivent très bien à tirer leur épingle du jeu, parce que elles travaillent 2 fois plus, parce qu'il faut travailler 2 fois plus malheureusement que les hommes. Elles ont compris qu'il y a des freins, qu'il y a des obstacles. Elles n'ont pas voulu s'arrêter à ces à ces obstacles. Elles ont décidé qu'elles sont capables de faire tout ce qu'il y a à faire pour aller le plus loin possible et pour pouvoir complètement casser les codes et les idées préconçues. Et en ce moment-là, c'est véritablement ne pas se mettre de limites, parce que les limites, les limitations qui nous empêchent le plus d'avancer, ce n'est pas celles que les autres nous imposent, c'est celles qu'on s'impose nous-mêmes quand on ne nous croit pas assez capable de pouvoir accomplir ce qu'on veut accomplir. Donc, il y a une autre question dans le panel ici. Selon Women in Africa, 27% des femmes africaines créent une entreprise, soit le taux le plus important à l'échelle mondiale. Pourtant, très peu d'entre elles s'illustrent parmi les femmes entrepreneurs à succès du monde. Que faut-il pour que les femmes africaines réussissent à mener leur entreprise au rang des top 1 au monde? Tout à l'heure, quand je commençais à l'entame de la présentation, je dis, c'est bien ce que j'avais dit, que les femmes africaines sont les championnes de l'entrepreneuriat et qu'on a le plus fort taux d'entrepreneurs au monde. Mais malheureusement, on se cantonne dans des domaines d'activité souvent qui n'ont pas de fort taux en termes de potentiel, qui sont à des niveaux pas très élevés. Et ensuite, en termes d'implication dans son entreprise, en termes de vision pour son entreprise, en termes du pourquoi de la création de son entreprise. En termes d'innovation, je dirais. Donc, quand on crée son entreprise pour des considérations financières, pour régler des problèmes de survie, comme ça arrive, c'est différent d'une entreprise qui est créée sur la base d'une vision sur du long terme. Pour avoir une entreprise qui résiste aux années et qui se démarque dans son secteur d'activité, il faut une vision sur du long terme. Une stratégie qui est mise en place et qui est déclinée en termes d'objectifs.
Donc, ça veut dire une véritable implication dans son business et une part de sacrifice très importante. Et là, on revient au frein majeur qui est le poids de la société, les considérations familiales qui empêchent de pouvoir, je dirais, se focaliser, je ne vais pas dire à 100%, mais se focaliser au maximum sur son entreprise pour pouvoir avancer. Tout à fait, tout à fait. Donc, avoir la possibilité de déléguer dans une certaine mesure, à un certain moment, certaines de ses responsabilités pour pouvoir se focaliser sur la croissance de son entreprise. Parce que comme j'ai dit, on peut pas tout faire en même temps, tout le temps. Oui. Il y a un moment où on sera obligé de léser quelque peu la famille pour pouvoir se focaliser sur son entreprise, pour bien établir les bases et pouvoir avancer. Et à un certain moment, on aura un moment, je dirais, d'accalmie où on pourra accorder plus de temps à notre famille. Mais il faut pouvoir balancer et pour ça, on a besoin d'aide. Et cette aide, il faut pouvoir la trouver. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il y en a beaucoup qui ont la volonté, mais qui n'ont pas la possibilité, malheureusement, de pouvoir le faire. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a une autre question qui venait d'un homme hier quand on a posté le... D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il disait l'homme? Pour qu'on parle d'entrepreneuriat féminin, que nous nous battons tous les jours pour parler d'égalité entre hommes et femmes, que pourquoi nous faisions cette discrimination positive tous les jours, entrepreneuriat féminin, pourquoi toujours faire pour la femme, pourquoi on ne parle pas d'entrepreneuriat en général, pourquoi on veut faire cette discrimination positive-là? Parce que l'entrepreneuriat à l'origine est un peu considéré comme une affaire d'hommes. Et là, je ne parle pas de faire du business. Je parle d'entreprendre, donc créer une entreprise qui apporte de la valeur et qui résiste aux années, qui se démarque et qui devient leader de son secteur d'activité. D'accord? Donc, l'entreprise, dans ce sens-là, est plutôt vue comme une affaire d'hommes. Donc, les femmes viennent donc s'intégrer dans un, je dirais, dans un écosystème considéré comme étant masculin. De plus, nous avons des réalités qui sont différentes des hommes. Nous faisons face à des freins et des obstacles auxquels les hommes ne font pas face. Et l'illustration parfaite, c'est quand à chaque fois, la première question qu'on pose à une femme entrepreneur, c'est comment est-ce que vous arrivez à allier votre vie professionnelle à votre vie familiale? Comment est-ce que vous arrivez à concilier les deux? Cette question, on ne la pose jamais à un homme entrepreneur. Donc, ça veut dire qu'on n'a même pas la même problématique. Et si on n'a pas la même problématique, ça veut dire qu'on a besoin de solutions qui sont adaptées à ce qu'on vit. Donc, forcément, ce n'est pas de la discrimination positive, mais c'est une question de survie. On cherche des solutions pour pouvoir survivre en tant qu'entrepreneur femme. Tout simplement. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a une question ici, elle nous a pris en cours. Je crois que vous avez parlé des différences entre l'entrepreneuriat et le business. Quelle est la différence, s'il vous plaît? Et quel sera l'impact du COVID-19 sur les deux, surtout dans l'ère du digital? Waouh!
Ça fait beaucoup de choses dans une même question. Oui, je pense qu'on peut se limiter peut-être à quel sera le nouveau visage de l'entrepreneuriat après le COVID, après la COVID-19, comme on dit maintenant. Déjà, j'ai du mal à dire la COVID-19, en fait. Moi également. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont absolument voulu trouver le moyen de féminiser ce truc-là. C'est aberrant. Donc déjà, rapidement, la différence entre faire du business et entreprendre. Faire du business, c'est chercher des opportunités qui vont nous permettre d'avoir de l'argent. Okay? Ouais. Donc, je fais cette opportunité. Tant que ça marche, ça me permet d'avoir de l'argent, je continue. Si ça ne me permet plus d'atteindre cet objectif, je cherche d'autres opportunités et je me lance. Ou bien, je saisis plusieurs opportunités en même temps et je les gère de manière simultanée. Ouais. Lorsqu'on entreprend, on crée quelque chose. C'est comme mettre au monde un enfant et l'élever jusqu'à ce qu'il devienne majeur, très adulte. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, cet enfant-là, on ne l'abandonnera pas. Quelles que soient les difficultés, on ne l'abandonnera pas parce que ça fait partie de nous, parce que c'est notre raison de vivre en réalité. Un entrepreneur, son business est à la limite sa raison de vivre. Oui, oui. Et un entrepreneur, contrairement à un businessman, il a une vision. Il veut véritablement apporter de la valeur. Il veut contribuer à modifier, à transformer positivement la vie des autres par le produit ou le service qu'il va apporter. Il veut pouvoir se différencier. Il veut pouvoir apporter son empreinte en réalité. Oui, oui. Donc, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, il fera tout ce qu'il a à faire pour que son entreprise évolue. Oui. Il fera tous les sacrifices qu'il faut pour que sa vision se réalise. Oui. Donc, c'est la différence entre les deux. Oui. Donc, quelle sera la nouvelle, je dirais, quelle sera la nouvelle dynamique avec la COVID-19? Moi, je pense qu'avec le, ça marche mieux. Ça marche mieux avec le. En réalité, la dynamique sera très différente. Sera différente parce que, bien entendu, cette pandémie est venue avec son lot de difficultés, de ralentissement et donc de difficultés